C'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les demandes d'aide médicale à mourir anticipée. On l'attendait. À partir de maintenant, ceux qui souffrent d'une maladie grave, incurable et qui mène à l'inaptitude, comme l'Alzheimer par exemple, vont pouvoir en faire la demande. Et pour l'occasion, on a invité Véronique Yvon. Elle est ex-ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse et c'est surtout aussi la mère de la première loi Mourir dans la dignité. C'est elle qui est à l'origine du projet de loi 52 adopté il y a maintenant 10 ans. Je m'adresse à vous, auditeurs, si vous avez des questions ou un mot pour elle. Les numéros de téléphone pour nous appeler à Montréal, 514-790-9850. Ailleurs au Québec, le 1866-790-9850. Par texto, le 98985. Bonjour, Madame Yvon. Bonjour. Bon, aujourd'hui, c'est une grosse étape. Ouais. Les demandes anticipées sont maintenant permises au Québec. Ça vous fait quoi? Bien, je pense qu'encore une fois, comme pour la première grande loi fondatrice, je pense qu'on a de quoi au Québec être fiers parce que c'est une avancée collective et qu'on fait tout le monde ensemble parce que c'est vraiment ancré toute cette démarche de l'aide médicale à mourir au Québec dans une approche de dialogue social, dialogue avec les groupes qui sont interpellés, mais avec la population. Puis ça a été ça pour la première loi. On a vraiment voulu entendre les gens, travailler, se donner du temps, aller chercher les consensus. Et pour cette grande étape qu'on vit aujourd'hui, donc de l'aboutissement de la question de la demande anticipée d'aide médicale à mourir, bien, on a pris la même approche. Les gens s'en souviennent peut-être pas, mais il y a eu une deuxième commission spéciale à laquelle j'ai eu la chance de participer. Pardon, c'était en pandémie, donc ça a eu un petit peu moins de résonance. Tout s'est fait, donc virtuellement, on n'a pas pu faire la tournée du Québec comme on l'avait fait pour la première loi, mais on a vraiment travaillé de la même manière, transpartisane, avec des gens de tous les partis, en faisant une grande consultation publique. Et puis, c'est directement de ce rapport-là qui est inspiré la loi. Donc, je pense qu'on a de quoi se dire qu'au Québec, on prend nos responsabilités. On n'attend pas que ce soit les tribunaux qui arrivent, bing, bang, voici, vous devez aller par là. On le fait pour la première loi, puis là, c'est encore comme ça qu'on a décidé de fonctionner. Donc, on est des précurseurs, mais c'est pas dans l'optique de dire toujours plus, c'est juste dans l'optique de dire il y a des situations de très grande souffrance chez des personnes, y compris pour des personnes, bien sûr, qui ont des maladies qui vont mener à leur inaptitude, des maladies neurocognitives dégénératives comme l'Alzheimer et différentes démences. Et ces personnes-là souhaitent aussi, si elles font face à des souffrances absolument insupportables, de pouvoir avoir accès à cette possibilité-là. Donc, je pense que c'est empreint de compassion, de valeurs d'accompagnement, de dignité qui ont été les valeurs qui nous ont toujours guidés. Est-ce que vous pensiez quand même qu'on allait y arriver un jour? Parce que c'est ardu. Oui, ça a été vraiment une course à obstacles parce que nous, dès qu'on avait déposé le premier rapport de la première commission pour la première loi, on avait mis une recommandation. On ne sentait pas qu'on était prêt pour la demande anticipée, mais on avait fait une recommandation pour que la réflexion se poursuive et qu'il y ait un comité d'experts qui soit formé. Ça a pris quelques années. Finalement, il y a un gouvernement le gouvernement libéral avait mis en place un comité d'experts. Il y a eu un comité d'experts. Ils ont recommandé l'ouverture. Ensuite, ça a pris un petit moment. On a créé une deuxième commission. J'étais toujours en politique, comme je viens de vous le dire. Puis là, après, il y a eu un premier projet de loi avec M. Dubé. J'étais toujours en politique. On a manqué de temps. Il est arrivé un petit peu tardivement. On est parti en élection en 2022. Là, il y a eu un autre projet de loi. Et là, après, il y a eu une période, évidemment, avant l'entrée en vigueur. Et là, on y est aujourd'hui. Et moi, je peux vous dire que je pense que ça va être une source de soulagement, une forme de police d'assurance pour beaucoup de gens qui font face à ces maladies-là dégénératives du cerveau. Parce que je donne beaucoup de conférences sur le sujet et c'est un sujet depuis des années qui revient beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir cette possibilité-là? Et le Québec a décidé que oui, on devrait pouvoir avoir cette possibilité-là. Justement, quelles questions on vous posait dans ces conférences-là? Bien, ce qu'on me demande beaucoup, ce qu'on me dit beaucoup, c'est que moi, j'ai eu des proches, j'ai vu mes parents, j'ai vu ma sœur, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma conjointe.
Et j'ai vu combien il y avait de souffrance. On pense notamment dans les derniers stades, les tout derniers stades de maladies comme celle-là, comme la maladie d'Alzheimer, où on peut devenir complètement grabataire, très, très tendu, très souffrant physiquement, puis des fois avec beaucoup d'anxiété aussi. Donc, c'est beaucoup ça qui revenait. On me disait beaucoup, on a tellement fait des grands pas, on a été les précurseurs au Canada, puis même dans le monde. Là, on est dans les premiers États au Québec qui avons décidé de faire cette avancée-là, je pense, qui est humaine et humaniste. Donc, est-ce qu'on pourrait franchir ce pas-là supplémentaire? Donc, je disais toujours, je pense que c'est vraiment important, oui, de faire le débat et espérons qu'on pourra y arriver, mais il ne faut pas sous-estimer non plus la complexité et la sensibilité de ça, parce que c'est pas simple de cheminer dans le temps avec ce qu'on va demander. Il y a comme 2 moments. Hein. Il y a le moment 1, et là, c'est ce qui est permis à partir d'aujourd'hui d'aller chez son médecin ou de demander de voir un médecin par rapport à ça ou une infirmière praticienne spécialisée. Maintenant, elles ont les mêmes pouvoirs que les médecins pour l'aide médicale à mourir. Donc, de prévoir à l'avance, mais ensuite, au moment 2, quand l'aptitude est perdue, et qu'on voit que les manifestations qui avaient été décrites à l'avance se concrétisent. Mais là, il y a toute une complexité parce qu'il faut faire toute une évaluation. Là, ce n'est pas un automatisme, ça, c'est important de rappeler ça. Hein? Ce n'est pas un automatisme. J'ai écrit ça, bing, bang, ça va se réaliser au moment 2, dans le sens qu'il va y avoir le même processus qu'il y a à l'heure actuelle pour les demandes là, qui sont déjà permises d'aide médicale à mourir. Il va y avoir un premier médecin qui va évaluer, un deuxième médecin qui va évaluer. On va s'assurer que l'ensemble des critères, les mêmes critères qui s'appliquent à l'heure actuelle, sont bien remplis. Donc, je comprends bien, c'est premier médecin, deuxième médecin au moment où on fait la demande anticipée et on reprend ce processus-là quand on arrive au moment où on doit évaluer en fonction de la condition qui avait été décrite au préalable. Encore là, avec un premier médecin, un deuxième médecin. C'est ça. En fait, ça fonctionne comme pour ce qui se fait maintenant pour l'aide médicale à mourir. Maintenant, pour la distinguer, on dit l'aide médicale à mourir contemporaine. Donc, par rapport à la demande anticipée. Donc, tout à fait, c'est un processus extrêmement rigoureux, mais il faut être conscient aussi que c'est très complexe, évidemment, parce qu'au moment 2, on va être avec une personne qui n'a plus son aptitude. Donc, on va évidemment se fier à ce qui était dans la demande pour voir, OK, quelle manifestation, quel état dans l'évolution de sa maladie, elle estimait ne pas vouloir traverser. Puis, en même temps, on va devoir faire l'évaluation avec les mêmes critères qu'à l'heure actuelle, donc le déclin est-il toujours avancé et irréversible, évidemment la maladie grave et incurable, et des souffrances persistantes qui sont insupportables. Donc, il va falloir que cette évaluation-là se fasse toujours. D'ailleurs, vous en parlez de complexité, puis ça me fait penser, je vous ai déjà vu à la suite d'une pièce de théâtre, oui, alors que ça venait de passer, puis vous aviez donné une conférence, il y avait une discussion sur scène, puis c'est vraiment ce que vous souleviez, la complexité. Vous ne vous imaginez pas à quel point il y a des questions qu'on doit se poser, auxquelles on doit répondre, on doit faire attention avant d'aller de l'avant. On y travaille, mais vous imaginez pas tout ce qu'il y a dans les angles morts. Et là, vous avez parlé de la souffrance qui fait partie des critères, puis il y en a plusieurs qui ne s'entendent pas à ce sujet, notamment des médecins. Il y en a certains qui disent, exemple, si on a une démence avancée, mais une démence heureuse, ben la personne ne souffre pas, donc à ce moment-là, on ne l'applique pas. Puis il y a d'autres médecins qui disent, ben non, c'est pas parce que la personne a l'air heureuse qu'elle l'est nécessairement, parce qu'elle avait dit au départ, exemple, moi, quand je vais être rendue à marcher à 4 pattes, à pas pouvoir aller aux toilettes, ça en fait partie, hein, de ces éléments-là. Un grand débat, je suis très heureuse que vous l'ameniez. En fait, c'est qu'il y a une question de conviction. Je dirais qu'il y a comme 2 courants. Il y a des gens qui aimeraient que ce qu'on pourrait appeler l'anticipation d'une situation soit suffisante pour obtenir l'aide médicale à mourir. D'autres disent, ben non, il faut qu'il y ait une souffrance contemporaine au moment 2 parce que sinon, les critères seraient moins stricts pour une aide médicale à mourir avec une personne qui a perdu son aptitude qu'avec une personne qui est apte. Une personne qui est apte, elle ne peut pas juste dire « j'ai anticipé une situation difficile ». Elle va vivre la situation, on se comprend. Mais en fait, le législateur a simplifié la vie parce qu'il l'a prévu. Donc, c'est inscrit que pour obtenir l'aide médicale à mourir, les critères vont tous devoir être remplis et donc sa situation médicale donne lieu de croire, sur la base des informations dont les professionnels disposent, qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques
persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Donc ça, c'est essentiellement le même libellé qu'à l'heure actuelle. Pourquoi c'est important selon moi? Comme je venais de vous le dire, on ne peut pas imaginer de ne pas avoir les mêmes critères selon qu'une personne est apte ou inapte. Encore plus, je dirais, une personne inapte devrait être protégée encore davantage, accompagnée encore davantage. Donc, on ne pourrait pas s'imaginer que tout le critère de l'évaluation de la souffrance saute alors qu'on est avec une personne qui n'est plus là pour s'exprimer de toute la même manière que si elle avait encore ses mots et toute son aptitude. Donc, je pense que ça, c'est essentiel. L'autre chose, c'est que la loi, il faut toujours s'en rappeler, c'est la seule loi au monde qui est faite comme ça. Hein. Elle n'est pas juste sur l'aide médicale à mourir, elle garantit aussi un droit aux soins palliatifs. C'est sur un continuum de soins. L'aide médicale à mourir au Québec, c'est un soin. Donc, c'est un soin qui est approprié selon votre état de santé, votre état de maladie, l'évolution de votre maladie, les souffrances que vous vivez. Donc, on ne peut pas exiger qu'on soit rendu à une aide sur demande, une aide médicale à mourir sur demande, qu'importe les critères, qu'importe ce que je vis. Nous, toute la logique de la loi, c'est une réponse aux personnes souffrantes qui se trouvent dans des situations sans issue, en quelque sorte, et à qui on veut offrir une issue puis une possibilité. Donc ça, c'est très important de le rappeler aussi. Et puis, des fois, les gens disent « Oui, mais ça va être difficile d'évaluer tout ça. » Mais vous savez, tous les jours, il y a des gens qui ont perdu leur aptitude dans les CHSLD. Oui. Et on évalue leur souffrance quand on vient pour les soulager. Est-ce qu'ils ont besoin d'un calmant? Est-ce qu'on a besoin de bien les accompagner? Comment on peut les traiter? Puis ça va se voir. C'est pas moi là, qui est une gériatre experte. Il y en a d'autres qui pourraient vous le dire, mais on me l'a longuement expliqué. Tu sais, ça se voit par la crispation du visage, comment quelqu'un va peut-être faire de l'errance non contrôlée, avoir des hallucinations. Donc, autant la souffrance physique que la souffrance psychique est admissible pour ça. Hein? Puis donc, on peut voir quelqu'un avec un grand sourire, mais ça ne veut pas dire qu'un médecin ne pourra pas déterminer que cette personne-là souffre. Oui, en fait, c'est ça. Mais exactement. Donc, ces gens-là sont habilités pour évaluer toute ces difficultés-là, cette souffrance-là qui peut s'exprimer quand on touche la personne parce qu'elle est grabataire, parce que physiquement, c'est très, très souffrant quand on la touche, elle est crispée, donc chaque mouvement a l'air difficile, ou aussi parce que, par exemple, elle a des comportements où on voit que ça dénote une anxiété, de ne pas être capable d'entrer en contact avec personne, d'être en pleurs, d'être en colère, je veux dire. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs de souffrance. Alors, c'est pour ça que des fois, les gens disent ça va être tellement difficile. Oui, mais au quotidien, nos soignants, ils font ça avec les gens. Donc, il faut leur faire confiance aussi. Véronique Yvon, je rappelle aux auditeurs qui viennent de se joindre à nous, vous êtes ex-ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse. Vous êtes aussi l'une des instigatrices de la loi entourant l'aide médicale à mourir. On parle aujourd'hui de ce sujet parce que c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les demandes d'aide médicale à mourir anticipée. Je vous garde avec moi après la pause. On poursuit la discussion. C'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les demandes d'aide médicale à mourir anticipée. À partir de maintenant, ceux qui souffrent d'une maladie grave, incurable, qui mène à l'inaptitude comme l'Alzheimer pourront en faire la demande. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai devant moi Véronique Yvon, ex-ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse, aussi l'une des instigatrices de la loi entourant l'aide médicale à mourir. Véronique Yvon, il y a beaucoup de messages. Les auditeurs vous aiment beaucoup. Non, mais je veux vous en lire quelques-uns. Une auditrice, Jacinthe, qui dit « J'ai rencontré Mme Yvon pendant ma technique en droit parce que vous êtes avocate. » Elle dit « Elle a eu la gentillesse de nous accueillir à l'Assemblée nationale, de répondre à toutes nos questions. Quelle belle rencontre enrichissante. Quelle femme. Bravo pour vos accomplissements. Merci, Madame Yvon, de la part de la cohorte 2023 du Cégep de la Gaspésie. Jacinthe est jeune. Oui. Un autre message. Véronique Yvon pratique la vraie politique. Elle porte ce sujet de main de maître. On en discute. Ça progresse. Notre société devrait lui offrir un salaire pour ce travail vital avec une totale indépendance devant le gouvernement. Mon Dieu, les gens sont vraiment gentils. Puis en voulez-vous un dernier? Ou c'est trop? Je l'ai, mon salaire, c'est ça. Très chère Madame Yvon, je veux vous dire toute mon admiration, votre grande sensibilité, votre persévérance, votre grand cœur qui nous donne enfin la liberté de vivre sans stress. C'est soulageant de savoir que nous pourrons décider de notre fin. Et là, c'est en majuscule. Un énorme merci, c'est Lucie. Je vois que ça vous touche. Oui, ça me touche. À chaque fois, j'ai des témoignages. C'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Merci vraiment là, aux gens d'avoir pris le temps. C'est toujours quelque chose... je dirais qui émeut de voir que des gens prennent le temps à quelqu'un qui ne connaissent pas nécessairement de transmettre un message. Puis je vous dirais que
pratiquement toutes les semaines. Il y a des gens qui me racontent leur expérience d'accompagnement d'un proche qui a eu l'aide médicale à mourir. Et puis, ça donne tellement un sens à mon engagement, c'est de voir que ça fait une différence concrète dans la vie des gens. Il y a même des gens, des fois, qui m'ont appelé, qui voulaient me rencontrer avant de recevoir l'aide médicale à mourir ou me parler ou tout ça. Donc, cette expérience-là, puis je dirais toute cette loi-là, mais plus largement cette aventure parlementaire, mais humaine, d'abord et avant tout, pour moi, a été une source d'enrichissement extraordinaire. Donc, je l'ai eu, mon salaire aussi, d'avoir, je dirais, pu dialoguer d'humain à humain. Je pense dans la fonction qui est la plus belle. Quand tu es un élu, tu es d'abord là pour représenter comme humain d'autres humains. Puis des dossiers comme ceux-là nous permettent de le faire justement au-dessus des lignes partisanes en ayant ce qu'il y a de plus beau dans notre rôle, c'est-à-dire, moi, je veux faire des choses qui concernent tous les humains pour essayer qu'il y ait peut-être plus de solidarité, de compassion dans notre société. Fait que ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Oui, parce que votre nom sera toujours associé à ce projet de société. Ouais. C'est gros quand on y pense. Oui, oui, c'est gros et pas, dans le sens que oui, mais ce que je rappelle toujours, c'est que moi, j'ai été un peu la leader en avant, mais il y a eu tellement de gens qui ont été impliqués dans ça. C'est vraiment une avancée collective, c'est une avancée de société. J'ai le sentiment qu'on s'est tous donné la main, oui, comme parlementaires, mais aussi la société civile, hein, les médecins ont embarqué, le barreau du Québec a embarqué, les notaires ont embarqué, les groupes là, de défense de droits, puis surtout les citoyens. C'est extraordinaire tout ce qu'on a reçu de témoignages, de transparence, de gens qui avaient accompagné des gens malades, de gens qui étaient malades puis qui se projetaient. Donc, c'est vraiment comme ça, je pense qu'on a réussi à faire cette avancée commune-là et qui fait qu'aujourd'hui, les choses atterrissent sereinement parce qu'on a pris le temps de faire ce dialogue-là. Je pense qu'on devrait, oui, s'en inspirer pour d'autres réformes sociales, des fois de se donner le temps de faire confiance à notre intelligence collective aussi pour avancer sur des grands enjeux qui sont complexes, mais c'est pas parce qu'ils sont complexes qu'on doit pas les affronter puis qu'on doit pas apporter des solutions. Puis je pense que c'est ça qu'on a prouvé au Québec. On est capable de le faire même si c'est complexe. D'ailleurs, est-ce que ça s'est passé comme vous l'aviez imaginé? Est-ce que vous avez des surprises quand il y a eu l'application au courant des dernières années? Est-ce que c'était ce que vous aviez vu, là? Pas mal. Je dirais que ce qui a été une belle surprise, c'est que quand même, il y avait un très fort consensus quand on a travaillé la première loi, comme il y en a un maintenant pour les demandes anticipées, là, qui est extrêmement fort aussi. Puis je pense que c'est pas étranger au fait que les choses se sont bien faites avec la loi fondatrice puis que les choses ont bien atterri. Mais ce qui m'a surpris, c'est quand même, je dirais, la paix sociale autour de ça, la sérénité autour de ça. Il y avait quand même des gens au départ qui étaient très, très opposés. Puis moi, je respectais toutes les convictions individuelles. Puis je trouvais ça important que tout le monde puisse venir s'exprimer. Et je dis toujours aux opposants qu'ils m'ont permis de faire une meilleure loi parce qu'on a retourné chaque pierre. On voulait vraiment que ce soit encadré très, très bien. Et on a aussi consacré cette approche là, d'un continuum de soins où on a vraiment créé un droit aux soins palliatifs, hein, pas juste l'aide médicale à mourir. C'est la seule loi au monde qui est bâtie comme celle-là, de dire on a un continuum. Donc ça a vraiment émané du dialogue aussi, de dire c'est pas un geste isolé, l'aide médicale à mourir, c'est sur un continuum. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très fort. Et puis ce qui m'épate un peu, c'est qu'après, quand ça a atterri sur le plancher, sur le terrain, ça s'est bien fait. On avait pris le temps d'élaborer les formations, tout ça. Là, ça va être encore très, très important que ça se fasse pour la demande anticipée. Et puis, les gens ont regardé ça avec beaucoup d'ouverture. Hein. Puis, il faut remercier les précurseurs, les médecins, puis tout ça. Là, maintenant, les infirmières praticiennes spécialisées peuvent le faire aussi. D'avoir aussi embarqué, parce que c'est pas rien non plus ce qu'on demande aux médecins dans tout ça, puis maintenant aux IPS. Et puis, une de mes surprises, agréables surprises, c'est qu'il y a des gens qui étaient venus témoigner, notamment des médecins, et qui se disaient complètement contre quand on a fait le débat, là, les années 2010-2011, Oui. et qui maintenant, non seulement sont ouverts, mais le pratiquent. Donc, certains m'ont témoigné que quand ils étaient avec un de leurs patients, et que leur patient qu'ils suivaient depuis des années avait une maladie grave et incurable, se qualifiait, souffrait de manière persistante et insupportable, qu'ils
ils étaient d'accord pour le faire parce qu'ils trouvaient que c'était humain et justement l'inverse de ce qui aurait pu être véhiculé au début. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment puissant pour dire que le dialogue peut vraiment venir créer des liens qui auraient pu être inattendus. Puis je remercie ces gens-là aussi qui ont évolué dans leur pensée. Pas que tout le monde a besoin d'être d'accord avec ça, c'est pas ça. Dans une société, on peut pas avoir 100% de gens d'accord avec une idée, puis ce serait pas sain. Mais je pense que les gens se permettent d'évoluer dans un souci d'humanité auprès de leurs patients. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a un autre élément qui vous a surpris? Nous, en tout cas, on a été plusieurs à être surpris de ça. C'est le fait qu'au Québec, on est devenus les champions. C'est ici où il y en a le plus si on se compare à partout dans le monde. Est-ce que vous vous attendiez à ça? En fait, on me pose souvent cette question-là, puis c'était très difficile à prévoir parce que les gens disaient combien il va y en avoir, puis je disais je le sais pas. Comment je pourrais imaginer combien il va y en avoir? Puis ce que je disais, c'est que ben, dans les pays où ça existe, à l'époque, c'était comme, mettons, entre 0,5 et 3 %. Donc, mais moi, je n'étais pas capable de dire au Québec, ça va être ça. Puis quand on me demande pourquoi, je pense que, par exemple, on est autour de 7 %. Bien, moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, il ne faut pas dire waouh, 7 % mon Dieu, c'est une catastrophe. En fait, il faut se dire si c'est 7 % de toute évidence, moi, c'est tout le temps le premier élément que je dis, c'est que ça répond à un besoin. De toute évidence, il y a beaucoup de gens qui souffraient et qui agonisaient en fin de vie aussi avant et qui n'avaient pas le sentiment qu'ils étaient capables d'être soulagés. Donc, ça répond d'abord, je pense, à un besoin clair. La deuxième raison, c'est ce que je viens de vous exposer, c'est que je pense qu'au Québec, on n'a pas essayé de mettre le couvercle sur la marmite, on n'a pas attendu que les tribunaux viennent trancher ça puis nous disent bing bang, voici, vous devez agir comme on a vu le fédéral pris à faire, couteau sous la gorge presque, de dire oh, il faut changer notre code criminel. Non, au Québec, on a pris les devants, on a dit. Et donc, on a créé, je pense, un climat où les gens se sentaient à l'aise d'en discuter. On a levé des tabous, puis ça se discutait pas juste à l'Assemblée nationale, ça se discutait dans les médias, ça se discutait dans les chaumières. Donc ça fait en sorte aussi qu'on a créé, je pense, un climat de confiance autour de ça. Je pense qu'un autre facteur, c'est qu'au Québec, les baby boomers, notamment, qui là sont la population qui embarque dans le vieillissement, sont très, très, très je dirais, soucieux de leur autonomie, des principes d'autodétermination. Et donc, ce sont des valeurs qui sont très fortes et qu'on retrouve par rapport à tout ça. Puis, est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose? Et c'est un des sujets que j'ai abordé par ailleurs avant de vous recevoir. Là, on parlait de la nourriture offerte en CHSLD. Où on parle d'aînés qui sont, pour certains, dénutris, parce que ça ne fonctionne pas pour certains. Est-ce que ça se pourrait aussi qu'au Québec, on ait peur de vieillir et de se retrouver dans nos institutions? Je dois la poser, la question. Tout à fait. Il ne faut jamais, jamais, jamais que l'aide médicale à mourir soit là par dépit. Il ne faut jamais que l'aide médicale à mourir soit quelque chose vers quoi on se tourne parce qu'on est seul, parce qu'on est mal alimenté, parce qu'on n'a pas de service, parce qu'on est découragé. Donc, non, jamais. Puis juste pour rassurer, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ça, je vais y revenir, mais pour rassurer les gens, on ne peut pas avoir l'aide médicale à mourir parce qu'on se sent seul ou parce qu'on est mal nourri ou parce qu'on va aller vivre en CHSLD. On se comprend, il faut avoir une maladie grave incurable et tous les critères que je vous nommais tout à l'heure, des déclin avancé irréversible, des souffrances constantes. Donc, c'est ancré dans une question de soins. Okay? Mais demande d'aide médicale à mourir anticipée. Je souffre, exemple, je viens d'avoir un diagnostic d'Alzheimer. Ouais. Je sais que quand je vais être rendue à un certain point, je vais me retrouver en CHSLD. Je vois ce qui sort. Là, encore, je ne vais pas démoniser largement, mais ça se pourrait que si c'était pas comme ça, je me dise, je peux accepter de vivre dans ces conditions-là parce que je sais que je vais être dans telles conditions. Oui. Bien, ça, c'est très triste et c'est très vrai. Mais ça ne donnera pas ouverture. Je veux juste dire aux gens, là, si vous pensez que vous allez écrire « Si un jour je vais en CHSLD, je veux l'aide médicale à mourir », ça ne fonctionnera pas comme ça. Et c'est normal que ça ne fonctionne pas comme ça parce que c'est relié à l'évolution de votre maladie. Donc, aller en CHSLD, c'est pas un élément diagnostique ou symptomatique de votre maladie, bien que ça puisse en découler comme organisation de vie.
Moi, je pense que la réponse à ça, c'est de faire un vaste chantier. Et si j'étais encore en politique, je dirais qu'il faut s'y vraiment atteler de toute urgence, de manière transpartisane aussi. C'est la qualité de vie, c'est la vie dans la dignité de nos aînés, c'est les services qu'on leur offre, c'est de pouvoir trouver des moyens pour qu'ils restent à domicile le plus longtemps possible. C'est fou qu'on ne soit pas encore plus avancé dans ce virage-là au Québec vers les soins à domicile. C'est d'améliorer bien sûr, toujours les services dans nos institutions, dans les CHSLD pour les gens qui s'y retrouvent. Donc, pour moi, ce sont deux chantiers distincts et jamais un doit être envisagé par dépit parce qu'on ne s'occupe pas correctement. Donc, ça, c'est une autre urgence, je pense. Et vivement qu'on s'y attelle. Oui, parce que là, je vois les commentaires d'auditeurs, ça les interpelle. Moi, Bien j'ai sûr. peur de vieillir, de me retrouver dans un CHSLD, vraiment. Donc, c'est la Mais prochaine... ça, c'est grave. Il faut entendre ces voix-là. Ben oui. C'est-à-dire qu'il faut entendre à quel point les gens associent CHSLD avec difficulté, perte de dignité. D'abord, il faut les rassurer. Il y a de très belles histoires aussi. Oui. Il y en a des difficiles, puis on en a vécu en pandémie, puis tout ça, mais il y a des très belles histoires aussi avec des gens qui sont dédiés, puis les gens se donnent pour accompagner le mieux possible les gens qui n'ont pas le choix, donc parce qu'ils ont besoin d'un nombre très élevé d'heures de soins par jour, de s'y retrouver. Mais je pense que ces cris du cœur-là, en tout cas, il faut que le gouvernement, il faut que nos gouvernants les entendent pour dire qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette angoisse-là qui est liée à une question comme d'hébergement, de fait que je pourrais peut-être plus rester chez moi. Il y a plein d'autres solutions qu'on peut envisager. Moi, dans ma nouvelle vie, je réfléchis sur des options de logement intergénérationnel où justement des jeunes pourraient venir soutenir des aînés. Il y aurait du gagnant-gagnant, de l'échange entre générations, puis tout ça. Donc, je pense qu'il faut se creuser les méninges sur, OK, comment on répond à ces cris du cœur-là qui sont tout à fait valides pour qu'il y ait une vie dans la dignité puis qu'on les accompagne le mieux possible, ces gens-là qui vont avoir des pertes aussi d'autonomie. Oui, effectivement, c'est vraiment à suivre. Je vous remercie. Ben, en fait, je vous remercie pas tout de suite parce que j'ai une question pour vous avant de vous laisser aller. Parce que vous l'avez dit, vous avez une nouvelle vie. Vous avez dit, si moi, j'étais encore en politique, voici ce que je ferais. Les gens aimeraient vous revoir en politique. Véronique Yvon, est-ce que c'est une possibilité? Tout le monde se croise les doigts, j'ai l'impression. C'est très gentil, encore une fois, ce vote de confiance-là. En fait, je suis très heureuse. Quand j'ai annoncé, après 14 ans quand même de vie politique, que j'allais pas me représenter, c'était une soif, justement, de pouvoir, je dirais, m'éloigner puis aborder des choses avec de la profondeur, continuer à réfléchir. Je continue à réfléchir à ces enjeux-là, vous pouvez en être certaine, mais moins tout le temps dans la frénésie du quotidien politique où c'est action-réaction, une nouvelle sort, il faut réagir, il faut déjà avoir la réponse prête avant même que l'encre soit sèche sur le papier presque où l'article est écrit. Donc, j'avais ce besoin-là. Puis en ce moment, ben, je pense que je vais continuer à contribuer, mais juste autrement pour l'instant en enseignant. C'est déjà extraordinaire de pouvoir redonner en enseignant. Puis j'explique aux étudiants la maîtrise en sciences politiques comment on transforme une idée politique en politique publique. Donc, ça, c'est des choses que j'enseigne. J'ai donné une école d'été sur les enjeux d'isolement social et de solitude, justement. Une école intensive pour voir quelles solutions pourraient amener à ça en termes de politique publique. Donc, je continue à être active et puis je continue à m'impliquer de plein de manières. OK, mais vous avez quand même dit, pour l'instant... Ah, oui. Ben, je pense pas. Je pense pas. Mais même pas la mairie de Montréal? Je pense pas. Je vis pas à Montréal. Je vis à Joliette, Saint-Ligory. Ça serait difficile. Mais je continue. Je pense qu'il y a 1000 manières de s'impliquer. Puis c'est le cas pour tous les citoyens. On peut s'impliquer de 1000 manières. Fait que je continue à m'impliquer de plein de manières. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, d'avoir pris le temps de vous être déplacé, justement. Vous êtes hors de Montréal pour venir en studio aujourd'hui. Bonne journée à vous. Bonne célébration, on peut le dire comme ça, Merci avec cette beaucoup. nouveauté. Merci de votre intérêt. Merci. Au plaisir. C'était Véronique Yvon, ex-ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse, l'une des instigatrices de la loi entourant l'aide médicale à mourir.